18 000 km aujourd'hui. Je suis à Forestville. Mon projet est terminé ici, mais je reviendrai et je vais vous dire pourquoi. Je peux vous dire directement pourquoi. C'est que ça y est, l'offre d'achat avec mes compères pour notre petit investissement ici a été acceptée et les démarches sont en cours. Normalement, courant octobre, les premiers locataires, nos premiers clients vont rentrer. Donc voilà la bonne nouvelle du jour. Autre bonne nouvelle du jour, je rentre à Montréal un petit peu plus tôt que prévu. Tout s'est bien passé, ça va plus vite avec un hélicoptère pour le coup. Moins bonne nouvelle, je suis levé depuis 5h30 ce matin et il est bientôt 6h du soir et je pars pour 8 heures de route. Dans mon cher destrier, cet habitacle qui me tient chaud dans l'hiver qui s'en vient très bientôt. Ça va, c'est l'automne, les arbres commencent à peine à jaunir, donc on a encore un peu le temps, mais ça peut aller vite. Donc c'est parti, attaché, allons-y, allons-y. Donc Forestville, une municipalité de la Côte-Nord. Je vais régler la vidéo ici sur la route. Une municipalité de la Côte-Nord que j'apprécie très bien. Je m'attendais pas à ça en venant ici. Oh, le chat! Et on n'a pas écrasé le chat, qu'il est beau, le charroux. Est-ce bon présage pour la route qui s'en vient? Je l'espère. Donc voilà, tout s'est bien passé ici. Ça fait du bien aussi de... où ça secoue. D'avoir quelque chose de différent de Montréal, de la ville, qui nous oxy, plus que le travail en nature en tout cas parfois. Et c'est un bol d'air frais que d'être dans ces paysages, dans ces endroits, et de découvrir encore plus la diversité du Québec. Car j'ai beau avoir voyagé pas mal dans le Québec, eh bien, il y en a toujours à découvrir. Et ouais, il y a vraiment beaucoup de choses à faire au Canada, au Québec. De toute façon, comme vous pouvez vous l'imaginer, c'est immense. Donc, si vous voulez vraiment découvrir de très nombreux endroits, eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Prendre un billet d'avion, éventuellement des papiers d'immigration, un permis d'études, un permis de travail, une résidence permanente pour les plus chanceux, ou sinon il faut venir et avoir sa résidence permanente à force de rester ici. Ce qui est en cours aussi, très bonne nouvelle, j'ai eu mon CSQ, mon certificat de sélection du Québec, qui est en fait la première tranche pour la résidence permanente au niveau de la province du Québec, et qui me permet maintenant d'appliquer pour ma résidence permanente au niveau fédéral, donc du Canada, et d'avoir maintenant approximativement dans 9-10 mois maximum, je dirais, ma carte de résident permanent, enfin, alléluia. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Citoyen peut-être un jour, ça, on verra. Et là, il faudra lever la main droite, prêter allégeance au roi d'Angleterre. Et oui, on est dans le Commonwealth au Canada. Et donc prêter allégeance quand on devient citoyen au cours de sa vie, donc au roi d'Angleterre, avant à la reine d'Angleterre. Je pense que c'est toujours le cas. Et voilà, nous quittons Forestville. Je reviens bientôt. Juste à droite, en fait, à la sortie de la ville, là, c'est là que se trouve la petite pépite qui a bien été négociée et qui va rentrer en portefeuille. Et un portefeuille comme s'il y avait déjà d'autres choses dans le portefeuille. Non, c'est le premier bien immobilier que je rentre avec mes deux compères, mes associés sur ce coup-là. Et voilà, comme de bons adoptés de l'Amérique du Nord, en bons capitalistes que nous sommes, nous allons investir, mais faire les choses bien
et offrir de très beaux services à nos clients, ça, je vous l'assure. Ça fait vraiment un discours de commercial ce que je suis en train de faire. Eh bien, tant pis, c'est le but aussi. Tant pis ou tant mieux, hein, d'ailleurs. Donc voilà, nous voilà partis. Objectif du jour, se rendre au Traversier, à Tadoussac. Tadoussac, municipalité, localité des baleines. Donc entre les Escoumins et Tadoussac, c'est là qu'on peut observer les baleines, pas mal. En tout cas, c'est très réputé pour ça. C'est mignon, c'est un joli petit endroit. Là où se jette la rivière Saguenay. Donc le fjord du Saguenay, oui, parce que de l'eau de mer rentre dans la rivière, donc ça fait un fjord. Et donc là se jette la rivière du Saguenay au niveau de Tadoussac. On prend le traversier et en face, ça s'appelle baie Sainte-Catherine. Là, je roule un petit peu vite, on va éviter de se reprendre un ticket, une amende. D'ailleurs, cette amende que j'ai prise il y a maintenant un peu plus d'un mois, c'est la première de ma vie. Donc ça fait quand même, ça fait presque 10 ans que j'ai mon permis et je n'avais jamais eu de contravention, ni en France, ni ici. J'avais tous mes points. Et j'ai toujours tous mes points parce que j'ai pas encore fait mon permis québécois. Donc normalement, je vais passer entre les mailles du filet pour ce qui est des points. Mais pour les 276 $ d'amende, je ne suis pas passé à travers les mailles du filet. Non. J'ai pris un bon 276 $ d'amende. On va boire un petit coup. Gatorade, zéro sucre, hein, bien sûr. Je mange pas de sucre. Je le fuis comme la peste. D'ailleurs, si vous voulez des conseils en nutrition, en tout cas, de mon point de vue, c'est pas bien compliqué. Vous ajoutez plus de sucre nulle part, plus de sel, vous prenez rien de sucré non plus, vous évitez le sucre à part ce qu'il y a dans les fruits et dans les aliments naturels, et vous êtes pas mal, vous n'avez pas grand chose d'autre à faire pour avoir une bonne nutrition. C'est un peu, je raccourcis un peu le trait, mais même nutrition, santé, les deux en même temps, vous avez un bon combo, pas de sel, pas de sucre. Et après, c'est le sport. Le sport, bien sûr. Je dirais pas mal de cardio. Le cardio qui améliore votre vie. Avec un bon cardio, pas besoin de s'essuyer le front après avoir monté une volée d'escalier. Parce qu'il n'y a rien de pire que ça, que d'être essoufflé et dans la douleur en ne faisant en fait rien. Donc là, on est déjà dans la pénombre. Quoique sur les vidéos, ça paraît pas mal. Mais aujourd'hui, c'est couvert. Le temps est un peu dégueu. Et je sens que ça va être un très très long trajet. Mais je suis content de le partager avec vous. Ensemble, nous allons plus loin, toujours. Donc pensez à bien vous entourer. Là, c'est ce dont je me rends compte, là, que ce soit avec mes associés, les personnes avec qui je travaille. Au quotidien, en fait, plus on est bien entouré, mieux ça va. Plus notre esprit est sain, vif et dans de bonnes dispositions globalement pour vivre pour vivre agréablement, c'est ça que je voulais dire. Donc ouais, c'est important de bien s'entourer, faire des effets de réseau. C'est pour ça que je dis ensemble. Moi, j'aimerais bien sur cette chaîne créer un peu une communauté aussi, parce que je parle beaucoup du Québec et ça va être un gros sujet de la chaîne parce que je suis ici, je suis expatrié ici et ça me tient à cœur de partager mon expérience, ce que j'ai pu faire les 6 dernières années avec mes études, m'intégrer ici et faire ce que je fais là maintenant, y travailler, y vivre, m'y développer. Et quand je parle de la partie prospérer, c'est parce que j'ai à cœur aussi de développer tout ce pan un peu entrepreneurial, investissement, réseau. Ça me tient beaucoup à cœur. Donc voilà.
C'est la chose est dite. Sachez que cette chaîne ne sera pas juste réservée aux caribous et au prosélytisme pro-Québec. Donc, et puis c'est toute une aventure parce qu'en fait je suis pas dans mon pays, puis je vais pouvoir voilà, développer tout ça à l'étranger, donc ça peut être pas mal à suivre. Ça peut aider certains qui sont déjà ici au Québec. D'ailleurs, bah, je pense à tous mes contacts ici français, les bros de la frat, les étudiants, les travailleurs, enfin en fait tout le monde, enfin les gens que je côtoie, mais aussi les gens extérieurs en fait qui me découvrent par exemple sur ces vidéos. Ce qui est génial, enfin, d'ailleurs si vous me découvrez sur ces vidéos et que ça vous plaît, j'en suis ravi, ça va s'améliorer. Et comme je le disais dans la dernière vidéo aussi, ou je sais même pas si c'est la dernière vidéo à ce moment, mais le défi du temps, bah ouais, quand je me lève là à 5h30 du matin, le soir je repars là, je me refais un petit 8 heures de route. C'est un défi, mais je m'efforce. Bah en fait c'est du plaisir, hein, donc ça va, je m'efforce très tranquillement. Mais ouais, mais non, je vais m'efforcer par contre de travailler un peu plus certains formats peut-être pour les vidéos sur la chaîne. J'avais fait un petit sondage là, sur la chaîne YouTube, ouais, à l'heure où je vous parle, j'ai 89 abonnés, donc bientôt 100 abonnés. Est-ce que ça se fait? Je ne sais pas. Mais ce qui serait intéressant, parce que j'ai fait des sondages, j'ai déjà eu quelques réponses, donc c'est cool déjà, un très bas niveau d'audience. Je peux avoir du feedback de personnes qui voient ces posts-là. Donc c'était sur YouTube dans la partie communauté. Et donc je demandais quel sujet de vidéo vous intéresserait. J'avais parlé de l'AVE, de carte de crédit. AVE, j'ai fait une petite vidéo dessus. Carte de crédit, ça mériterait une grosse vidéo pour le coup. En plus, moi, ça m'intéresse tout personnellement. Donc, et j'ai beaucoup, on va pas dire beaucoup, mais on va dire que j'ai une expérience assez blindée dessus par rapport à du monde, même d'ici, tout ça. Enfin, il y a des trucs à savoir qu'en fait peu de gens savent. Et ça va être pareil aussi avec l'immobilier, les dispositions fiscales. La preuve, hein, normalement en étant étranger, on ne peut pas investir à certains endroits. Il y a des lois qui sont passées, des lois de prohibition pour l'investissement étranger en immobilier ici. Et donc il faut trouver des petits chemins de traverse entre guillemets. C'est pas des chemins de traverse en fait, c'est juste d'aller trouver des niches qui ne sont pas impactées par certaines dispositions légales ou fiscales ou peu importe. Donc ouais, et puis il y avait l'histoire d'Hydro-Québec. Et ça, bon, travaillant dans ce milieu-là, dans la construction et là dans l'énergie, et particulièrement du coup sur l'énergie haute tension ici au Québec, ça peut être vraiment pas mal faire l'histoire d'Hydro-Québec. Et en plus, ça me plairait bien parce que je me rappelle avoir vu un petit doc, c'était Radio-Canada qui faisait ça. Et ça parlait de l'histoire dans les années 60, comment Hydro-Québec s'est débrouillé pour nationaliser, enfin en concomitance avec le gouvernement québécois, faire les moves business et financiers pour racheter toutes les compagnies privées et nationaliser Hydro-Québec et prendre l'exclusivité, la totale exclusivité de la production énergétique, la souveraineté totale sur la production énergétique et sa distribution même ici au Québec. Et c'est une histoire passionnante. En tout cas, quand j'avais vu ça, j'étais ouais. Puis c'est pas sans rappeler EDF en France. En fait, c'est clairement un cousin d'EDF. Et quand on sait un peu la triste histoire de notre géant énergétique national français, ce qui s'est passé depuis le début des années 2000. Bref, je tairai mes pensées les plus sombres à ce sujet. Il y a des sujets très intéressants sur YouTube qui existent à propos de ce sujet, de qu'est-ce qui s'est passé avec notre souveraineté énergétique en France. Des gens ont fait des très bonnes recherches, sont vraiment allés rechercher les papiers de l'Union européenne, les lois, enfin les accords financiers, la privatisation du marché de l'électricité en Europe.
C'est complètement malade. Et voilà, ici, pour l'instant, on est encore dans un état où ça va. Il y a quelques acteurs privés qui commencent à pousser aussi ici. Je pense à certains projets ici. Voilà, mais globalement, tout est nationalisé. Ça va durer encore longtemps. Ça va être très dur de déchausser. Quoique la direction d'Hydro-Québec ici a changé. À voir ce qui va se passer. Mais je pense qu'on est quand même sur une dynamique totalement différente de l'énorme arnaque européenne avec EDF, sans déconner. Voilà, je pose ça là. Allez voir peut-être, c'était la chaîne Tout Compte Fait qui a fait un sujet là-dessus. Il fait des super sujets. Il a fait un sujet aussi sur l'industrie du cacao, sur l'industrie du miel. Non, c'est vraiment bien recherché. Il fait vraiment ses recherches. Il vient vraiment gratter là où ça fait mal. Et moi, j'aime bien ça. Je suis très du genre pragmatique, un peu froid. Un peu froid, ouais, à réagir à froid, aux preuves, aux faits. Et c'est bon de voir des contenus comme ça. Et félicitations à lui parce que bah, il doit y passer du temps, c'est chiadé. Et voilà, donc vive notre électricité québécoise. Je dis nôtre parce que maintenant j'ai un CSQ. Je vous rappelle que je peux me sentir un peu plus québécois depuis tout récemment. Mais rien n'est fait, ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. En parlant de peau d'ours d'ailleurs, la chasse est ouverte ici. La chasse est ouverte à Forestville. Et là, juste avant de reprendre la voiture, tout à l'heure, là quand je suis rentré, et ben, il y avait un pick-up qui traînait une petite barge. Il devait aller aussi sur le lac, tout ça. Mais dans son trailer, dans sa remorque, la personne avait une grosse tête d'orignal. Je pense pas qu'il y avait l'animal en entier, il y avait l'air d'avoir juste la tête. Mais à mon avis, il venait de le chasser parce que c'est ça, la chasse est ouverte. Chasse au fusil, chasse à l'arbalète, à l'arc. Je crois que les trois sont ouvertes. Alors, je pense que ça marche par zone. Mon prochain projet, on sera dans la période de chasse aussi. Ah, donc, ça chasse de tout. Hein. On peut chasser du faisan, de l'orignal. Caribou, non. Il doit y avoir un peu de caribou aussi dans la région, mais quand même plus au nord. Plus au nord où il y aura plus de caribou. On différencie au bois le caribou et l'orignal. L'orignal, il a des bois pleins. Enfin, ça fait comme des bois qui partent et c'est pas des branches très ramifiées. Tout ça, ça fait vraiment des gros bois plats. Que le caribou, on va vraiment avoir l'impression de bois qui se subdivise en plein de plus petites branches, chacune ressemblant à des cornes acérées. Comme ça qu'on va différencier. Donc ouais, chasse à l'ours aussi, on peut chasser l'ours. Ouais, plein de techniques. Hein. Alors, il y a des techniques assez straight to the point, c'est-à-dire on fout un baril avec de la bouffe, on attend que l'animal se ramène et on shoot. Notamment l'orignal ou le caribou, je crois plutôt l'orignal, ouais, on peut prendre des pains de sel, mettre des gros pains de sel, et en fait il va venir lécher le pain de sel et après on le chasse. Va savoir aussi que les gens ici chassent. Alors c'est sûr, ouais, voilà, ils se facilitent la chasse, mais aussi parce qu'après ils mangent les animaux, c'est-à-dire que il y a des gens qui vivent pour ça, qui vivent avec ça, c'est-à-dire que là dans les régions, ici en région Côte-Nord, etc., il y a quand même pas mal de gens qui vont se nourrir de cette chasse, et ce tout l'hiver, et éviter un maximum les épiceries, éviter Babylone en somme, éviter Babylone. Et être des gens de bois, des gens de forêt. Quand on parle à des gens ici, ils disent ouais, moi je suis un gars de bois. Être un gars de bois, ça veut dire que bah voilà, je vais à la chasse, je vais à la pêche, je mange avec ça. Alors souvent t'as quand même ton confort, l'électricité, ta voiture, le pick-up, ça, mais c'est une vie très différente. C'est loin d'être une vie citadine comme on peut retrouver à Montréal. Donc il y a aussi cette diversité de façon de vivre.
et ce de manière très rapide, hein, juste même à 2 heures de route en dehors de Montréal, on est déjà quand même en pleine nature. Et les gens vont avoir tendance à vivre quand même bien différemment. Et encore une fois, ça dépend qui, puisque aujourd'hui, et ce depuis quand même quelques dizaines d'années, il y a des infrastructures complètement modernes dans ces régions-là. Il n'y a pas de souci, tout va bien. On peut vivre dans le plein confort, pleine modernité. Et je pense à tous les gens de région qui diront que Montréal est un trou à rats. Et c'est vrai qu'à bien des égards, au final, eh ben, on va retrouver plus de modernité et de bien-être en région qu'en ville, des fois avec des logements, comme dans toutes les grandes villes, qui peuvent être plus ou moins pourris, des quartiers, des bouts de quartiers plus ou moins bien entretenus. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout la vie citadine ici, et ça répond très bien au cliché du Canadien, du Québécois, amoureux de la nature. Et ça c'est cool, c'est ça. C'est un cliché validé. Les clichés de toute façon ont toujours un minimum de racines, un minimum d'ancrage quelque part. Même si des fois ça se réduit vraiment à un ancrage d'il y a fort longtemps ou qui est fort minime. Mais là pour le coup c'est observable et j'en profite aussi parce que honnêtement, putain ça me plaît vraiment. Et franchement arriver à trouver un équilibre vie citadine, parce que quand même j'aime bien voir du monde, j'aime bien socialiser, j'aime bien délirer, même soirée, sortir, avoir les infrastructures sportives, vraiment tout plein de choses. De la vie citadine, qu'il serait dur de me retirer. Je suis un passionné à la base de aussi tout ce qui est voilà, la ville, l'urbanisme, l'architecture. Bon, même si l'architecture ici au Québec, Canada, limite c'est les maisons de campagne qui sont le plus stylées de ce point de vue-là, maisons en bois, les chalets, tout ça. Qu'en ville, à part quelques gratte-ciel sympas, bon, voilà, mais c'est quand même cool. Enfin, en fait, c'est plutôt l'urbanisme et je sais pas, l'atmosphère de vie qui va plus primer sur la majestuosité des bâtiments, des lieux, voilà. Et donc c'est différent, mais au final, n'est-ce pas préférable? Préfère-t-on une bonne qualité de vie ou préfère-t-on s'astiquer le manche entre guillemets sur de la belle architecture? Ah, je ne sais pas. Question ouverte. Et donc ça fait que j'aime bien quand même cette vie-là, même cette vie de bois. Voilà, là par exemple, le côté récréatif aussi qui est cool ici en nature, hein, soit aller faire du véhicule tout-terrain, pour être du skidoo en hiver, de la motocross, du quad. L'hélicoptère, on va moins être. Là, on est plus sur un outil professionnel. Scalpel désert, hein. D'ailleurs, j'avais jamais fait d'hélicoptère, c'est incroyable. Hein. Et puis, ouais, totale confiance. Hein. Je rentrais là-dedans, pas trop peur. Pilote à l'aise et tout. Enfin, genre, aucune appréhension. Mais prendre les. Quand ça vire, puis que ça vient s'ajuster, mais vraiment. Au centimètre, voir le gars venir accrocher le panier avec le matériel, avec l'hélico au-dessus en vol stationnaire. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Et puis ouais, un scalpel désert. Donc ça, outil de travail. Puis ouais, non, sur le récréatif, ouais, c'est ça. Même là, on a un garage là où on a acheté. Ça, peut-être, on le louera pas, ce sera plus pour notre matériel. Donc avoir un skidoo, une motocross, peut-être acheter une 250. Une 2 temps, et ça fait longtemps que j'ai pas fait du 2 roues en Thaïlande. Je suis allé faire jusqu'à du 150cc Copenhagen. Ils en ont rien à foutre. Copenhagen, t'arrives, pas de permis, rien. Enfin, si j'avais montré mon permis quand même, je crois, j'avais peut-être même laissé mon passeport. 150cc putain, j'étais allé dans une plage, j'étais remonté pour descendre c'était facile, mais chemin de terre à la con qui a été remblayé n'importe comment.
Vraiment un piège à con, une sablière dégueulasse. Putain, je te remontais ça là, boubou, c'était la Thaïlande quoi. Genre la liberté, la fucking liberté, la Thaïlande, génial. Franchement, faut que j'y retourne un jour. Et j'y retournerai, c'est certain. Et ouais, donc ça, aller faire de la 250, donc voilà, un peu s'amuser et voilà, profiter aussi des routes comme ça. Alors ça, c'est point de vue des véhicules. La chasse, pêche, pas ce qui m'attire le plus, pas trop fan. Passer la licence de pilote à la limite. Mais comme je suis pas en avion, je parle, c'est pas tant cher en plus. Je crois que c'est un peu moins de 10 000 $. Et limite peut-être un peu plus, on va peut-être être autour de 12 000 étant débutant et jamais volé. Je pense qu'il y a moyen de prendre quelques heures de vol supplémentaires en plus. Mais en tout, il y en a pour 12 000 $. Faut y mettre le temps. Permis moto aussi, pas très cher ici, je crois, autour de 1150, 1200 $ canadiens. Donc, genre 800 €, même limite moins de 800 €, je sais pas, avec la conversion actuelle. Ouais, largement que 800 € même. Oh. On a le. Hop, on a la droite qui s'est encore pété la gueule. Ça va être un running gag pardon, dans ces vidéos en voiture. C'est ce truc qui se pète la gueule. Donc ouais. Après le seul souci, c'est de trouver le temps pour tout ça. Mais ouais, la licence de pilote de loisirs. Après, c'est juste que bon, voilà, c'est relativement accidentogène quand on n'a pas un bagou de pilote derrière, soit de pilote de ligne, soit de pilote de chasse, même, enfin peu importe. Même, je suis quand même assez vieux là, je commence pas jeune si je commence ça. Et quand même flemme de me cracher. Mais ça se fait bien, donc non, c'est dans la checklist quand il y aura le temps. Enfin bref, c'est tous ces trucs là où voilà, c'est relativement accessible ici. D'autant plus avec les conditions de travail. En fait, il n'y a pas beaucoup de vacances, mais on gagne bien sa vie, il y a moyen de se trouver des vacances quand même. Voilà, après ça. En fait, c'est assez libre et on n'est pas bloqué avec son petit CDI, machin, ouais. T'as entre 2 et 4 semaines de vacances payées seulement par an. Mais bon, si t'es pas content, tu peux toujours... J'espère que mon entreprise voit pas ça parce que je compte bien avoir un coup de long terme avec cette entreprise-là. Et puis là, franchement, c'est trop bien, je suis très content là où je suis. Mais le fait est que voilà, tu peux prendre du sans-sol, à la limite négocier en entre-deux de projets, négocier de quoi. Des fois, ça se fait pas trop, ça dépend si ton entreprise, elle est plutôt à vouloir te bunker carriériste ou pas. Après, si t'es bon, voilà, soit tu fais un saut d'entreprise, soit voilà, il faut être très honnête et dire moi j'ai besoin d'aller là, faut que j'aille voyager là, ou je sais pas, j'en sais rien. Ou faut que je passe, voilà, je dois passer ma licence d'avion, là je fais un run pendant 2 mois, j'arrête de travailler, et tu te mets même pas au chômage, tu te mets en sans solde, tu sautes un projet, et voilà, c'est des trucs à négocier. En fait, après, il va y avoir une liberté sur la carrière en fonction aussi des leviers de négociation que tu as, en fait, de quel est ton domaine, quelles sont tes compétences, est-ce que tu bosses bien. Donc voilà, plein de choses comme ça. En tout cas, c'est comme ça que je le vois et comme ça que je pense que les gens devraient prendre la chose. Et peut-être ce qui est un peu plus facile ici, en tout cas de le voir comme ça, parce qu'il n'y a pas, cette hyper... comment dire, cette sacralisation du CDI, par exemple. Mais une fois que vous avez un job stable et permanent, c'est quand même vu comme l'idéal. Aussi, si vous investissez, si vous devez avoir des... Je remets encore ce foutu... Je pense que c'est à cause du câble qui tire en fait tout le temps. C'est le câble qui connecte le transmetteur du micro qui tire un peu quand il s'ajuste. Du coup, à un moment, il se met en sécurité. Et donc ouais, c'est sûr, si vous investissez, si vous avez des traites hypothécaires, peu importe, des crédits sur le dos, tout ça, bah, c'est toujours revenu face aux dépenses.
Aussi, si voilà la confiance que vous allez donner à vos partenaires financiers, vos partenaires de financement si vous en avez. Donc tout ça, c'est hyper important. Et on pourra en parler sur cette chaîne. Voilà, ici, il y a vraiment des moves incroyables à faire avec tout ça. Si vous êtes, voilà, en fait, sans être même un entrepreneur, si vous êtes juste entreprenant dans l'âme, vous pouvez vraiment faire des moves business très très stylés, ne serait-ce qu'avec vos revenus d'emploi ici. Donc voilà. Vous remarquerez que sur ces vidéos, j'aime bien parler de thunes, mais c'est parce que je suis pas mal dedans en ce moment. Je suis pas mal dedans. Donc ça me laisse, ça laisse pas trop le choix à mon cerveau que d'être dedans. Et voilà, non, mais c'est quand même fameux. Donc voilà, aujourd'hui, l'objectif, c'est de se rendre à Tadoussac dans ce paysage relativement monotone. Là, on est, en fait, on longe et jusqu'à Québec. Là, c'est de la route à peu près comme ça. Des fois, ça se sépare en deux voies. Après Tadoussac, ça va un peu plus vite. Enfin, c'est toujours la même limitation de vitesse, mais les routes sont un peu plus larges. Et en fait, ça longe le Saint-Laurent. Donc, c'est la route 138, celle que j'avais empruntée dans la dernière vidéo, la vidéo des, je crois, 15 000 km, où j'empruntais la 138, mais plus bas, en fait, entre Québec et Trois-Rivières. Donc, je vous le fais un peu par portion. Mais ça vous permet de découvrir pas mal de paysages, pas mal d'endroits. Et puis de m'écouter raconter mes bêtises, pas mes bêtises. Je sais raconter beaucoup de bêtises, mais là, je pense que sur ces vidéos, pour l'instant, j'essaye de rester relativement sérieux. Non, je dois raconter beaucoup de bêtises. Ouais, même sur la première vidéo. Très très bien. Merci à vous tous qui avez vu aussi la première vidéo et qui avez réagi par rapport à pas mal de sujets que j'abordais. Et que des fois, je maîtrise à mon niveau. Et puis, j'ai pas toutes les infos. Et ça, je commence à peine à faire des vidéos sur YouTube et je me rends compte déjà de ça. Enfin, il y a des interactions en fait qui sont cool. Et là particulièrement parce que le Québec, je suis tellement content d'y être et de le vivre et de m'intégrer, de comprendre, connaître sa culture et de plus en plus au fur et à mesure des années. Mais j'ai pas l'acquis culturel de quelqu'un qui est né ici, bien sûr. Et donc ça va m'aider sûrement aussi les Québécois. Oh merde, là je suis sur le camion. Les deux voies étaient en train de finir. Et donc ouais, j'ai pas cet acquis culturel. Et c'est bien du coup que vous ayez réagi, que vous ayez donné de l'info. Donc je pense par rapport aux autochtones, à l'histoire du Québec, comment la région elle s'était développée aussi sur la côte nord, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas, même que ce soit sur cette vidéo. Là je partais de Forestville, mais là je m'en vais, là je fais passer les Escoumins, je parlais de Tadoussac. La route 138, donc chemin du roi, en fait, quand les navigateurs français à l'époque ont débarqué ça, ils ont descendu tout le long du Saint-Laurent. Et donc en fait, aujourd'hui, même la zone développée se concentre autour du Saint-Laurent. Et j'ai appris récemment que ouais, il y avait aussi l'explication du bouclier canadien, en fait, qui était peu fertile, en fait, quand on s'éloigne du Saint-Laurent. Pardon. Quand on s'éloigne de la frontière américaine plus vers le nord et du Saint-Laurent, donc dans le nord du Canada, en somme, et en fait il y a une énorme partie qui a une composition géologique qui est très rocheuse, donc la roche est très proche de la surface du sol, et donc c'est des terres très peu fertiles, et donc les bassins de population se sont concentrés autour du Saint-Laurent et autour de la frontière américaine. Et donc il y a 70% des Canadiens qui vivent le long du 49e parallèle. Et il y a même, je crois que dans la région
Toronto, Montréal, Québec, enfin sur la ligne du Saint-Laurent, donc partant de la ville de Québec jusqu'à Toronto, pardon, il y a 50% des Canadiens qui vivent ici. C'est fou, hein? C'est fou. Alors que le territoire est immense, immense. Donc c'est ça, c'est pareil par rapport à l'Europe. Donc on peut être, on peut être quand même critique sur voilà, certaines décisions politiques, des trucs qui peuvent ne pas nous plaire à tout à chacun. Et d'un bord et de l'autre, hein, des gens qui s'intéressent, je pense, beaucoup trop à la politique. Hein. D'abord, accomplissez-vous individuellement. Et puis, quel que soit l'âge, hein, c'est s'accomplir individuellement tout le temps. Regarde, t'habites ici, là, qu'est-ce que t'en as à carrer, en tout cas. Mais ouais, donc... Non, ça pour dire qu'il y a de la place. Et voilà, et en fait, ça rejoint très bien ce que je disais quand t'habites ici. Qu'est-ce que. Voilà. Il y a de la place pour s'installer et vivre une bonne vie. C'est peut-être pas adapté à tout le monde. Et puis, en fait, après, hein, dans ce cas-là, tu vas dans les zones urbaines. En fait, il y a tout. Il y a la grande nature. Tu peux aller te paumer ici. Comme tu peux profiter de la ville. Et en final, tu peux avoir même les deux à la fois. Et là, ce que je suis en train de découvrir en ce moment. Et puis ça. Non, c'est cool. Et il y a la nature en Europe aussi, hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais pas les mêmes concentrations de population. Voilà, à l'avenir, l'avenir c'est une terre propice au développement. La propriété est bien respectée ici. Donc la propriété privée. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Des ressources géologiques et on entend pas tant parler, hein, mais deuxième producteur d'uranium, d'uranium ici. Il y a de l'or, du diamant, il y a de la roche de lithium, donc le lithium commence à être exploité aussi ici. Il y a les sables de schiste, hein, les pétroles de schiste ici, ça prospère bien aussi. Ah ouais, il y a beaucoup d'industries minières et même sur la bourse de Toronto, il y a beaucoup de compagnies cotées qui sont des énormes compagnies minières et puis qui drivent pas mal l'économie. Il y a quand même une grosse richesse en ressources naturelles. Et en fait, on le sait, hein, c'est connu, je veux dire, mais c'est pas quelque chose qui revient beaucoup, je trouve, dans ce qu'on entend, que ce soit dans les discussions que je peux avoir avec des gens ou dans les médias. Enfin, je regarde pas tant les médias. En fait, je m'en rends pas compte, mais on va dire c'est plus occulte que Nvidia qui fait des performances incroyables en bourse, que Microsoft, Apple, ouais, toute la clique des growth companies qui ont drivé les marchés les 20 dernières années. Mais derrière, il y a beaucoup d'entreprises de type value qui sont là et qui, voilà, je pense à des minières, mais aussi, je sais pas, moi, Caterpillar, même le genre de compagnies pour lesquelles je vais travailler et qui sont dans des domaines solides, en fait, oui, qui vont pas faire des taux de croissance annuels de 100%, mais qui se tiennent à travers le temps. De toute façon, dans nos populations occidentales, puis même pas que les populations occidentales, c'est fini. Genre, qui serait prêt aujourd'hui à abandonner son confort apporté par l'électricité, par les routes, par le tout à l'égout, par l'eau courante? Et donc tout ça, c'est des systèmes à maintenir, hein, par le traitement des déchets aussi. Et c'est des systèmes à maintenir.
Et pour les maintenir, c'est un défi de... C'est un défi. C'est un défi. Maintenir et puis construire encore plus. Hein. Enfin, ça ne cesse de se développer. Et donc, bah, il y a du boulot. Il y a du boulot dans ces domaines-là. Donc je pense à d'ailleurs des jeunes qui pourraient m'écouter, qui pensent à s'orienter pour leurs études, etc. Bah, là, les domaines techniques, l'industrie, les industries technologiques, techniques et technologiques lourdes, disons lourdes, bah, il y aura du boulot, quoi. Et puis au moins, l'industrie technologique de haute technologie, donc je pense l'informatique, les réseaux, l'IA, tout ça, ça va sans dire, il y aura aussi du boulot. Mais aujourd'hui, c'est sûr que c'est moins glamour, ça a moins le vent en poupe peut-être dans ce qu'on entend, mais croyez-moi, si vous allez dans ces domaines d'industrie lourde, vous aurez des beaux boulots en fonction de où vous êtes dans le monde, très bien rémunérés. Après, il faut aller sur des... Voilà, ici, hein, c'est un marché où il y a moins de concurrence sur le marché de l'emploi, sur ce genre de travail à valeur ajoutée, parce que vous êtes des membres productifs de ces machineries bien huilées. C'est bien huilé. Ça va bien. Les engrenages bien huilés, ouais, c'est ça, pour réussir à, je sais pas, bâtir des éoliennes, bâtir des barrages, toute la logistique, la construction, la géotechnique, ensuite la maintenance, le esti comme on dit ici, qu'est-ce qu'il y en a du boulot et des difficultés. Et les hommes doivent s'associer, travailler ensemble, parfois comme des forçats. Quand je dis comme des forçats, je m'entends, mais si, c'est quand même le cas, genre, c'est... Moi, je suis bien loti, hein. Je suis bien loti, mais donc je vois les cols bleus, ça va bien pour eux, hein, ici, hein. Ils gagnent bien leur vie. J'en parlais aussi dans la première vidéo, mais non, je suis admiratif, c'est de la job, faut se la donner, quoi. N'en déplaise à certains, et ben c'est pas des bullshit, des bullshit, des bullshit jobs, voilà, bullshit jobs. Non, c'est pas des bullshit jobs, et moi ça me fait kiffer de travailler là-dedans. Puis voilà, ça fait vivre des trucs qu'on vivrait pas ailleurs. À un moment, je me disais même, ce serait cool d'aller sur des plateformes pétrolières, d'aller faire des contrats sur des plateformes pétrolières. Bah ouais, pareil, c'est bien payé et tout, ouais, mais c'est plus dangereux, c'est plus long. On va pas se mentir, il n'y a pas de femmes, soyons honnêtes, c'est à prendre en compte. Non, voilà, c'est... Enfin, il n'y a pas de femmes, j'abuse, il y a des femmes qui travaillent dans ces milieux-là. D'ailleurs, les femmes, je vous encourage à aller travailler dans ces milieux-là, vous avez vraiment votre épingle du jeu à tirer aussi. Mais voilà, c'est une réalité, il y a moins de femmes. Voilà. Vous entendrez, vous entendrez ce que vous voudrez entendre dans tout ce que je viens de dire. Donc ouais, non, être quand même sur le plancher des vaches me va bien. Là, on vient de passer les Escoumins d'ailleurs, l'endroit où la petite localité qu'on vient de passer, c'était les Escoumins. Donc ouais, être sur le plancher des vaches, c'est cool. Et puis au final, pour avoir le même genre d'expérience, en fait, faire des runs comme ça, partir travailler sur des projets en run, c'est-à-dire passer un certain nombre de jours d'affilée sur un projet, revenir chez moi, repartir et être focus, me lever tôt, bonne hygiène de vie, bien gagner ma vie avec ça et pouvoir aussi construire à côté, avoir des projets à côté, se libérer du temps libre. Ah, c'est la grind hein, par contre, hein, c'est de la grind. C'est sûr que je regarde pas beaucoup Netflix, bah pas du tout en fait. Mais en fait c'est ce que je voulais et voilà.
Si ça peut planter une graine chez certains, bah tant mieux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense que je m'en tire mieux que d'avoir été ingénieur travaux, conducteur de travaux en France, sur des chantiers du Grand Paris par exemple. Voilà, je donne un exemple. Mais, euh, mais ouais, ça fait... si vous venez à l'international relativement tôt, avec plus ou moins tôt, hein, que ce soit à faire finir vos études ici, faire un double diplôme, travailler ici, en vrai quand même, ce qui peut être cool à considérer, c'est que vous vous internationalisez. C'est-à-dire que si vous faites des contrats ici, soit des missions de freelance, du contrat de travail, soit même en entrepreneuriat, si vous êtes déjà entrepreneur. Bon, ici, les impôts, ça pique. Je vous conseille pas la résidence fiscale ici, mais enfin, si vous êtes entrepreneur. Après, tout dépend de votre industrie et votre business. Mais typiquement, voilà, si vous avez par exemple des revenus déterritorialisés, disons, ce n'est pas le meilleur, quoique, à voir. Là, je suis trop profane aussi sur ce sujet-là, de venir en tant qu'entrepreneur étranger. Mais concentrons-nous plutôt sur ce qui va intéresser aussi, je pense, la plupart des gens, c'est les études et le travail dans un premier temps. Bah ouais, vous commencez déjà à vous internationaliser et puis bon, bah éventuellement vous allez travailler avec des boîtes internationales, ça peut être aussi des boîtes françaises. Et bah moi, en vrai, je travaille d'ailleurs dans une filiale d'une grosse multinationale française. Et ouais, ça permet ensuite d'aller sur des contrats à l'étranger à terme éventuellement. Bah, je me rappelle des collègues dont je travaillais sur contrats, des appels d'offres métro de Toronto, et des collègues qui me parlaient de leurs expériences de travail à... Et c'était mon maître de stage, je me rappelle. Franchement, il avait de la bouteille, il avait du bagou dans la construction, dans la gestion de projet. En plus, c'était un ingénieur projet, directeur technique, ouais, profil directeur projet même, sur voilà, typiquement projet tunnel souterrain rail. Donc métro pas mal. Avec les énormes TBM, les tunnel boring machines, et qui sont les énormes tunneliers. En tout cas, et lui il avait fait plein de projets là-dedans. Puis c'était donc en Égypte, au Caire, du coup, à Auckland, donc en Nouvelle-Zélande, Hong Kong, aux Émirats, partout. Avant, c'était au Danemark. Et en fait, vous avez rencontré ouais, des gens de partout. Enfin, vous ne resterez pas dans le microcosme franco-français. Enfin, honnêtement, c'est ce qui ça m'a fait le plus triper aussi. Et ce qui est marrant, c'est que des fois, on va pouvoir me dire, ouais, je traîne beaucoup avec des Français ici au Québec aussi. C'est vrai, je traîne beaucoup avec des Français, hein. J'ai surtout beaucoup d'amis français, beaucoup de contacts français. En tout cas, en majorité. Honnêtement, bah, c'est pas un problème. Parce que bah, j'ai des contacts aussi avec beaucoup de Québécois, beaucoup d'étrangers. Et voilà, après, c'est un truc à considérer. Ici aussi, vous faites bah, moins d'amis très très proches. Des fois, québécois, c'est un truc qui est récurrent chez les expats ici, qui va être dit. C'est relativement vrai, mais vous pouvez très bien en faire des amis, meilleurs amis, même ici, y a pas de souci. Mais c'est parce que les gens ont tendance à se rassembler avec leur communauté. Et, ce qui est marrant, parce que certains peuvent le décrier sur certaines communautés, et ensuite on voit qu'on fait la même chose. Et c'est tout à fait logique. En fait, c'est pas un problème jusqu'à temps qu'on ne force pas éventuellement le vivre ensemble. Pareil, je pose la petite bombe ici.
Et c'est ce qui est paradoxal, parce qu'en ne forçant pas le vivre ensemble, on permet le vivre ensemble. C'est un paradoxe très intéressant à observer. Et, euh, et ouais, bon, bah, ça y est, l'orage tombe, là, la nuit tombe et la pluie commence à tomber. Ouais, donc ça fait ouais qu'on rencontre des gens de partout. Donc là, même dans la vidéo où j'avais interviewé les Brésiliens, et bah ouais, il y a beaucoup de Latinos aussi, parce que l'Amérique du Sud est pas loin. Il y a beaucoup de Latinos, de Brésiliens qui migrent ici. Alors, il y a certaines nationalités, eux, quand ils immigrent au Québec, en plus, c'est un défi parce qu'ils doivent apprendre le français. Euh, donc après, il y a toute la francophonie. Donc je pense aux personnes du Maghreb, aux Africains francophones. Il y a vraiment des gens de partout qui viennent. Après, il va y avoir les anglophones. Ah, il y a vraiment un énorme melting pot. Et en fait, si vous êtes à Paris, vous avez aussi le melting pot, hein, on va pas se mentir. Je veux pas commencer à dire que on peut pas trouver, même dans les villes moyennes ou enfin quand je dis ville moyenne, enfin tu vas Lyon, Bordeaux, Lille, je ne sais pas moi, genre, toutes ces villes-là en France, il y a aussi beaucoup d'étrangers. Et dans le monde étudiant particulièrement. Et puis beaucoup d'étrangers européens. Mais voilà, là ici, ça a vraiment le mérite de vous internationaliser, en fait, globalement. En tout cas, dans la sensation que j'ai, c'est ça. Et de vous ouvrir à l'esprit. Je vous avoue qu'aussi, mes récents voyages au Japon, Thaïlande, ils sont pas pour rien aussi de m'avoir... ça m'a retourné le crâne, hein, ce voyage. Enfin, j'ai vraiment une perspective. Enfin, je le sentais déjà avant, peut-être déjà ce qui m'a poussé aussi déjà à venir au Québec, à faire ce move-là à l'époque pour mes études. Enfin, je pressentais quelque chose, soit en moi, mais aussi par rapport à l'avenir de l'Europe, des conditions, le côté un peu herbe plus verte ailleurs, qui, bah, je suis désolé, mais là pour le coup. Bah, c'est pas un mirage, en tout cas pour mon cas c'est réel et je suis sûr que pour beaucoup d'entre vous qui êtes déjà là, c'est réel aussi et ce sera réel pour tous ceux qui feront le move de venir ici. Récemment, je vois beaucoup de personnes qui disent ouais, non, non, le Québec, et le Canada, ça commence à devenir comme la France, non, que ce soit économiquement ou sur plein d'autres sujets. Ah, ça part en live, ah, les libertés qui s'amenuisent. Alors, le rhume 19, les restrictions étaient violentes ici, hein. Ça a un peu fait du mal dans l'esprit ici. Mais donc là, je prends cet exemple-là, mais on est encore loin, il y a de la marge, il y a de la grosse marge. Je vais mettre la lumière parce que ça y est, on ne me voit plus. Mais il y a une énorme marge. Et mais dépêchez-vous, après en somme, dépêchez-vous parce que oui, s'il y a cette tendance-là, bah, s'il y a une fenêtre de 10-15 ans de prospérité là, et ben venez la choper. Venez la choper. Faut surtout pas tarder quand on sent qu'il y a moyen de le faire. Et ouais, donc c'est peut-être ce que je sentais déjà à l'époque. J'en étais satisfait sur toute la première partie avec les études, tout ça. Et puis bon, les études, bah, je voulais le faire. Fallait le faire. Euh, ça donne les horizons, les perspectives et les possibilités qui s'ouvrent aujourd'hui. Et puis je le vois avec bah, tous ceux autour de moi qui ont fait la même chose, que ce soit un double diplôme ou que ce soit dès le premier cycle ici. Donc en venant d'un IUT comme moi, et comme avec mon compère, coloc, ami, partenaire, investisseur, Gwendal, tu as beaucoup trop d'étiquettes. Je t'embrasse, mais en fait, ça prouve, ça prouve comment tu grindes aussi et comment on s'en va vers cette tangente-là. Et bah Gwendal, lui, il avait de l'expérience en France. Il travaillait en France, je l'avais dit dans une autre vidéo. Bah, il travaillait en France. Il travaillait pardon en France. Donc en tant que technicien.
Et donc dans l'aéronautique, et il a pu faire une mobilité et se faire un permis ici. Et d'ailleurs, c'est le même permis que moi j'ai en ce moment. Enfin, ça se fait vraiment bien. Il y a de la demande. Et voilà, il est bien. Les horizons s'ouvrent. Mais c'est sûr, voilà, études aussi, tremplin royal. Si vous faites des études d'ingénieur ici, bah, il y a le statut ici en plus avec l'ingénierie, vous obtenez un statut. Le petit jonc de l'ingénieur, cette petite bague, bah, en plus qui veut pas dire grand chose, c'est-à-dire que vous avez diplômé, on vous la donne, mais vous n'êtes pas encore à l'ordre. Après, là, j'ai pas encore le droit d'utiliser le titre ingénieur ici, c'est un titre comme l'ordre des médecins qu'on peut avoir en France, un titre protégé. Ici, il y a des ordres, ordre des architectes, ordre des technologues professionnels, ordre des... Ah non, je crois que technologue professionnel, c'est une association, c'est pas un ordre. Ah, c'est peut-être un ordre. C'est pour ceux qui font des inspections en bâtiment, tout ça. Bah. Parce qu'on fait inspecter d'ailleurs notre achat là en ce moment, notre achat immobilier. Donc je pensais à ça, peu importe, il y a des ordres. Et donc ordre des ingénieurs, là, il faut que je valide tant d'expérience professionnelle, que j'ai un mentorat avec quelqu'un dans ma compagnie avec moi, donc un ingénieur. Et donc là, j'ai trouvé là avec mon gestionnaire de projet, donc merci à lui. Et non, ouais, c'est ça. Et après, il y a aussi un énorme pavé de formation et il y a un examen de l'ordre des ingénieurs pour pouvoir s'inscrire en tant qu'ingénieur et signer ingénieur ING ici de manière officielle pour pouvoir sceller des plans, des choses comme ça. Et voilà. Et c'est pas nécessaire, hein. Vous voyez, là, je travaille sans être à l'ordre des ingénieurs encore. Euh, voilà, sans être pressé d'y rentrer. Après, c'est à vous quand je parle à tous ceux qui sont déjà ici, ça peut intéresser d'ailleurs, à vous de considérer si vous êtes admissible à l'ordre des ingénieurs ici. Euh, Même si vous avez diplômé ingénieur en France, que vous voulez faire les équivalences ici, des fois vous devez faire des équivalences, reprendre quelques cours pour montrer que vous avez repris un peu de cours ici. Des fois ça va être 3-4 cours, une douzaine de crédits. Puis après vous pouvez passer l'examen de l'ordre parce qu'ils vont reconnaître le reste en équivalence. Mais à vous de peser le pour et le contre après en termes de revenus, de responsabilités qui vont vous être données, parce que vous engagez votre responsabilité personnelle. Donc sous le prisme professionnel, mais vous avez votre assurance professionnelle et responsabilité civile, parce que oui, si vous signez un plan d'ouvrage qui s'effondre et qui tue quelqu'un, par exemple, bah, vous êtes pénalement engagé. Surtout s'il y a une négligence. Mais il y a toujours une chaîne de responsabilité, aussi avec votre compagnie, tout ça, si vous ne travaillez pas dans une compagnie, mais bref. Mais si vous travaillez en indépendant, disons que vous avez un contrat, d'ailleurs c'est possible ici, une fois que vous êtes à l'ordre, vous pouvez mettre dans vos revenus personnels jusqu'à 15 000 $ de revenus de consulting en indépendant. Donc moi pareil, je pense que ça ne me dérangera pas de proposer des services dans l'ingénierie ici, ça peut toujours être... ça peut arrondir les fins de mois très clairement. Et puis si vous avez pas mal de clientèle, que vous en faites un business un peu plus scalé, ça peut être très 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 lucratif, hein. On a des... voilà, venir vérifier, signer des plans. Je sais pas, je pense à... Je vais vous donner un exemple. Voilà, vous avez une personne, un particulier, à son chalet sur un lac. Voilà, il doit faire approuver par un ingénieur son ponton. Le ponton qu'il est en train d'installer. Lui, il installe ça avec une petite compagnie, il se fournit avec son ponton. Non. Mais vous pouvez lui faire les plans, ou sinon vous avez déjà des plans, et il faut les sceller, il faut faire une vérification d'ingénierie. Et ça, des fois, vous allez toucher un cachet de 1000 balles juste pour... au final, en heure de travail, c'est très peu. Ça va peut-être être 1 heure de travail, une revue d'ingénierie là sur un petit ponton. Je sais pas, là, je donne un exemple, j'ai pas fait l'étude, mais il y a des niches comme ça où pouvoir signer en tant qu'ingénieur, c'est très rentable. Et où vous êtes du coup bien d'accord d'engager votre responsabilité. Mais voilà, c'est sûr, si le ponton coule et je sais pas, il y a mort d'homme, ouais, je donne l'exemple de mort d'homme, ou même juste la responsabilité matérielle, votre responsabilité est engagée. Et après, votre assurance professionnelle prendra le relais le cas échéant.
Si vous êtes dans une compagnie, ça va être différent et c'est aussi différent d'à quel point vous voulez engager votre responsabilité dans une compagnie. Combien on vous paye en plus pour apposer votre responsabilité d'ingénieur. Voilà, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le verrai pour ceux qui veulent rentrer à l'ordre ici. Voilà. Et donc, au-dessus de 15 000 $ de contrat de service d'ingénieur en tant qu'indépendant, eh bien là vous allez devoir créer une compagnie. Vous ne pourrez plus les passer, sur vos revenus personnels. Voilà. Donc ouais. Et c'est là je donne plein d'insights, de trucs que je connais ici. Et ce qui est un peu con du coup parce que c'est très déstructuré et ça peut servir à beaucoup de gens. Ouais, je m'en fous. Genre, pour ceux qui ont écouté jusque-là, ça peut servir. Et ceux qui retomberont là-dessus au fil du temps, ça vous servira aussi. Et c'est surtout que, en fait, en parlant comme ça, dans ces vidéos un peu longues, déstructurées, où j'aborde un peu plein de sujets, et je parle beaucoup de moi, et ce qui est le but d'ailleurs, hein, c'est de parler de moi pour vous donner une projection possible, vous de votre bord, vous donner un tableau d'expérience en fait, pour que ça puisse inspirer, donner des idées, faire réagir, peu importe. Mais moi, ça, en fait, voilà, moi, ça peut aider des gens à réaliser leurs projets d'expatriation et au-delà de l'expatriation, leurs projets professionnels, internationaux, au final même de vie en général, parce que faire ses moves et vivre à l'étranger et s'y installer vraiment, y travailler, y faire sa vie, c'est pas juste un pan de sa vie, ça va driver aussi tout le reste. Donc famille, localisation géographique, argent, travail, relations sociales, quotidien, je sais pas, non, tout en fait. Tout. Et donc voilà, ça peut aider. Et donc ouais, c'est vraiment pour aider à se projeter. Et en somme, ça me sert à avoir des idées aussi de sujets de vidéos un peu plus thématiques, un peu plus précises, pour lesquels il faut que je trouve du temps et à bien les travailler, parce que c'est aussi le game de YouTube. Donc voilà, et voilà, pareil, je suis allé m'entourer un peu par rapport à ça, pour en apprendre davantage sur comment démarrer sur YouTube. Et il y a un jeu d'algorithme à jouer et faire des vidéos bien structurées, intéresser, avoir une bonne rétention d'audience sur les contenus, c'est important. Donc d'une part, trouver de bons sujets, des sujets qui pourraient intéresser un maximum de personnes, donc des sujets qui pourraient être assez mainstream en fait, parler du Québec en général. Je vais vous donner un exemple, c'est comment bien draguer au Québec. Je donne une bêtise, mais comment se mettre toutes les Québécoises dans la poche. Voilà, c'est un genre de sujet qui pourrait être très mainstream et très cliqué et très, très vu si c'est bien fait. Comme après, on peut avoir ce sujet de est-ce intéressant pour vous de... voilà, là j'ai donné plutôt une situation plutôt qu'un sujet, mais vous êtes ingénieur en France, vous vous expatriez au Québec, vous faites un double diplôme et vous diplômez au Québec, peu importe votre situation, mais en tout cas, vous débarquez au Québec et vous êtes dans l'ingénierie. Okay. Est-ce que ça vaut le coup pour moi de m'inscrire à l'ordre des ingénieurs? Bam. Ok. Quelles sont les possibilités? Quelle est votre situation? Il existe telle situation. Dans cette situation, sous tel prisme, oui, c'est avantageux d'être à l'ordre des ingénieurs. Sous ce prisme-là, peut-être moins, etc., etc. En tout cas, ça m'aide tout ça à trouver ces idées-là. Genre, je sais pas comment... voilà. Alors, ça pourrait être un shirt. Comment manger de l'ours au Québec? Eh ben, tu fous un baril de bouffe dans une forêt au milieu d'une clairière, t'attends l'ours et paf, tu shootes l'ours. Tu peux recommander le fusil, quelle arbalète, voilà, ça pourrait marcher aussi.
les défenseurs des animaux auront à redire, certes. Mais voilà, genre, c'est juste pour l'exemple. Je sais pas, plein de choses. Et là, pour l'instant, la vidéo qui a le mieux marché, et merci à tous ceux qui ont réagi dessus, ceux qui l'ont aimé, ceux qui ont aussi peut-être apprécié qu'un Français aille un peu plus loin que le plateau à Montréal. Je sais que ça vous fait plaisir, ça se voit que ça vous fait plaisir. Et puis quand je suis avec des Québécois en région, et puis en plus étant sincèrement intéressé à vivre la pleine aventure du Québec dans son entièreté, et pas juste le plateau à Montréal, ST, les chicks de Montréal, nanana, la vidéo de Mister V, tout ça. Non, voilà, je veux juste pas être là-dedans, déjà, je pense que ça peut me différencier de certains créateurs de contenu peut-être. Mais bon, après, c'est pas le but premier, mais enfin, quoi que si, oui, si, c'est un but premier en fait, il faut que ce soit un but premier. Euh, en tout cas, mais c'est là quoi, c'est là et enfin, c'est ce que c'est, c'est ce que c'est. C'est- En même temps, je vais pas m'emmerder à faire maintenant, on est à 17 800 km et 268 heures de route depuis que je suis rentré au Québec. Je vais pas m'emmerder à faire ça si- juste pour la fame qui ne viendra de toute façon que peut-être après 1000 heures de route. Ce serait intéressant de voir après combien d'heures de route au compteur sur cette voiture euh, j'arrive à atteindre par exemple 1000 abonnés, puis 10 000, puis 100 000, puis je ne sais pas, puis 1 million. À 1 million d'abonnés, cette voiture aura peut-être 1 million de kilomètres. Mais est-ce que Ford Escape 2022 est assez fiable pour ça? Peut-être, je ne sais pas. Pour l'instant, c'est fiable, hein. Je l'ai chopé la voie. Bah ouais, ça, je vais bientôt avoir 20 000 bornes avec. Rien fait, hein. Rien fait. Euh, D'ailleurs, ça me fait penser, si j'ai assez de viewers et que je fais assez de vidéos dans cette voiture, eh bien Ford, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me sponsorisez-moi. Et je pourrais dire tant de bien de la marque. Si je le pense vraiment, bien sûr. Toujours pareil. Oui, d'ailleurs, ah bah voilà, et voilà, c'est bien parce que, oui, les idées vont en parlant. Euh, Là, ce que je viens d'aborder, en fait, ça sous-entend le sujet de l'éthique et de l'éthique professionnelle. Et quels que soient les petits business que j'ai déjà pu entreprendre ou dans mon travail ou là dans les investissements IMO, tout ça, bah, je compte travailler avec éthique. Et c'est ce qui nous est inculqué en tant qu'ingénieur pas mal ici. Il y a une grosse emphase sur l'éthique ici. Le passif de la mafia et de pas mal de choses ici n'est pas pour rien sur l'emphase qui est mise là-dessus. Euh, voilà, donc. Mais ça, c'est quand même dans plein d'endroits, dans plein de pays occidentaux. Voilà, l'éthique business, surtout quand on commence à venir à toucher des niveaux de compliance, au niveau de structures financières assez grosses dans les entreprises. Quand il y a des contrats, voilà, des contrats avec beaucoup d'argent, beaucoup d'enjeux, de l'enjeu aussi sur la santé humaine, sur l'environnement, sur plein de choses en somme. Là, on rigole plus. Là, on n'est pas juste sur un petit business de, je sais pas moi, qu'est-ce que j'ai fait. Dévoilons le tout premier business que j'ai fait. J'ai importé du matcha du Japon avec et ben, mon autre associé, mon autre compère Théo, avec qui j'étais parti aussi en Thaïlande et au Japon. Et on vient d'arriver à Tadoussac, hein, et voici le traversier. Voici le traversier, et je ne pense pas que j'aurai celui-là parce que les feux ne sont pas verts. Attendez, avant de vous raconter l'anecdote, non, ouais, c'est fermé, hein. Ouais, c'est pas grave, je vais pouvoir parler encore un petit peu plus. Bah, je vais finir sur ce point, ouais, donc avec Théo à l'époque, pendant le rhume 19. Eh bien, pendant le rhume 19, ce que nous avons fait, pour passer le temps pendant qu'on faisait aussi nos cours, hein, notre vie avançait quand même, ça a bien été. Eh ben, on a importé du matcha du Japon. Donc voilà,
déjà le côté envie du Japon peut-être. On aimait bien le produit. Puis on en a vendu un peu. On a fait un petit commerce avec ça. Et c'est parti à la trappe, hein, clairement. On s'est craché beaucoup d'erreurs. On a perdu un peu d'argent, mais pas tant. Genre, euh, voilà, par exemple, je parlais de l'argent des stages. Dans la première vidéo de ma chaîne, je parlais qu'avec les stages, j'avais pu financer mes études, investir, épargner de l'argent. Mais en plus, j'ai pu faire ce projet-là qui m'a fait perdre un petit peu d'argent en fonds propres et qui m'a appris beaucoup. euh, et qui m'a appris beaucoup et qui a coûté moins cher qu'une session de cours au final en termes de perte de ce que j'ai payé pour faire ce projet. Bien sûr, le business est fait pour faire de l'argent, donc c'est n'importe quoi ce que je suis en train de dire, c'est en aucun cas admissible de faire des pertes dans le business. Mais voilà, on était étudiants, ça, on a fait ça, très très cool. Et voilà. Et le pire, c'est qu'on n'a même pas consommé de matcha quand on était au Japon. On a consommé plein d'autres substances, mais pas de matcha. Ou quoi que si, en fait, c'est possible. Non, si, on a peut-être dû en consommer. Je ne sais plus. Mais on n'a pas fait le voyage pour ça. Mais ça aurait été marrant que ce business marche et qu'ensuite, le Japon, on aille voir nos fournisseurs, tout ça. Parce qu'on avait des fournisseurs là-bas au Japon. Euh, voilà, petite épopée plutôt sympa. Euh, Et pourquoi je parlais de ça? Pourquoi je parlais de ça? Ouais, pour l'éthique, tout ça. Donc, ouais, dans tous les business, ramener l'éthique. Et ouais, ici, c'est important. Et ça fait partie aussi euh, de l'intronisation à l'ordre des ingénieurs, d'ailleurs. Hein, dans la formation, dans l'examen de l'ordre, il y a toute une partie code de déontologie de l'ingénieur. Donc, et c'est quand même une composante vachement importante. Parce qu'on touche à des sujets. Et en fait, c'est un très mauvais exemple, l'histoire du matcha, en fait, du Japon, parce que, en fait, fallait travailler avec une forte éthique aussi, ce qui a été le cas, avec la compliance, avec les licences d'import de produits alimentaires, etc., etc. Donc, en fait, c'est tout le temps. C'est tout le temps. C'est tout le temps. Et mais au final, même dans les business les plus occultes, les moins éthiques en apparence, etc., en fait, les business qui vont avoir du succès, in fine, qui vont scale et s'établir, et avoir de bons succès, seront toujours des business qui, quelle que soit leur niche, dans leur niche, euh, autant décriés soit-elle, je pense par exemple, je sais pas moi, ouais, la cigarette, ouais, même la cigarette, je pense dans l'industrie de la cigarette, et au sein de l'industrie, les plus grosses boîtes travaillent avec éthique, une éthique minimum, euh, éthique sûrement à géométrie variable, on le concède. Euh, mais voilà, c'est nécessaire pour sortir par le haut. Voilà, pourquoi je. Donc voilà, c'était le petit point sur l'éthique qui venait du fait que ouais, j'avais abordé un truc en rapport à ça. Et ouais, je divague tellement que ça en vient à donner des trous de mémoire à court terme. C'est terrible. Bon, sur ce beau camion rouge et blanc, ce camion citerne rouge et blanc de méthane refrigerated liquid. Méthane refrigerated liquid. On essaie de faire un l'accent anglais. Ouais, Anna, il rigole de mon accent souvent et tout. Ils disent qu'il faut que j'arrête de faire les anglicismes, mais c'est vrai. Enfin, ça va, j'ai pas un accent. Ouais, je dis pas méthane refrigerated liquide, tu vois, genre. Voilà, j'abuse aussi peut-être. Tu vois, pull hot word in an emergency. Faut que je m'entraîne un peu plus. Mais j'ai pas mal parlé en anglais là, l'année dernière. Donc, mais en fait, ça se perd vite. Enfin, l'accent se repère vite. Et big up Ellie qui m'a dit récemment que je m'étais beaucoup amélioré en peu de temps, au moins sur l'accent et le flow. Ah, pourquoi je raconte tout ça? Ouais, parce que ouais, si, ça peut être un bon moyen de venir s'améliorer en anglais que de venir ici. Je commence à vraiment trop divaguer. Quand je commence à essayer de lire des trucs en anglais et essayer de voir si j'ai un accent correct, c'est que ça y est, on est sur un niveau de divagation pas stratosphérique, mais on va dire qui peut de compétition. C'est ce que je suis toujours en train de faire là en fait.
Donc voilà, bon, en direct de Tadoussac, nous sommes à 17 804,6 km maintenant dans la tuture, dans la Escape mobile. La Escape qui porte bien son nom, qui nous permet de nous évader, nous échapper à travers les paysages magnifiques, Voilà, ça bégaye maintenant, on est à ce point. Dans les magnifiques paysages québécois. Pensez à vous abonner si vous voulez plus de contenu et que les thèmes que j'aborde dans ces vidéos très longues, si ça vous intéresse, je m'arrose avec ma boisson en plus. Si ça vous intéresse d'avoir en fait, la suite qui arrive avec les vidéos plus détaillées, thématiques, si vous voulez vous expatrier ici, venir étudier, travailler, faire du business, en somme, établir des projets de vie qui ont du sens sur des projets long terme. Je suis très orienté projet long terme, mais les petites folies de court terme, c'est cool aussi. Eh bien, abonnez-vous, mettez la cloche aussi pour voir les prochains contenus, voir ce qui pourrait vous intéresser. Et n'hésitez pas à me laisser des likes, réagir, dire comment je peux améliorer tout ça et vous servir le meilleur parce que ce serait con qu'avec toute l'expérience que j'ai acquise et que j'essaye de transmettre, que je fasse ça tellement de travers que ça n'aide personne. Donc je vais m'améliorer par moi-même, c'est certain, mais aussi et surtout grâce au retour et au feedback que je vais avoir de votre part. Donc je vous remercie d'avance et rappelez-vous qu'ensemble, on est plus fort et à la revoyure pour de nouvelles aventures.